Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je suis Mélissa Bell, la correspondante de CNN à Paris, et on est comme tous les ans ravis d'être là, d'être partenaire du Paris Peace Forum. Je suis très consciente qu'on commence cette session avec pas mal de retard, donc on va avancer le plus vite possible. L'idée, ce sera de recevoir non seulement le président de la COP actuelle, donc pour Belém dans peu de temps, mais plusieurs présidents de COP précédentes pour pouvoir un petit peu puiser dans leur expérience et comprendre où nous en sommes 10 ans après les accords de Paris. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter Madame la maire Anne Hidalgo. Excellences, Excellencies, ça marche. Excellence. Excellences, mesdames et messieurs, non, ça ne marche pas. On me dit que ça ne marche pas. It's not working. Si? Bon. Est-ce que ça marche? D'accord, très bien. Eh bien, Excellences, messieurs les présidents des COP, très cher Laurent Fabius, qui a présidé la COP 21, COP de Paris, messieurs les présidents des COP passés et à venir, permettez-moi de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue à Paris et de souhaiter aussi la bienvenue à Paris à tous nos amis, vous qui êtes là, qui êtes des femmes et des hommes engagés sur les questions climatiques. Permettez-moi de vous dire que cette ville est la vôtre et j'espère que vous y trouverez de l'inspiration, mais aussi la joie de vivre qui doit nous animer dans un monde complexe. Je veux remercier le président, cher Ángel Gurría, le président de ce forum pour la paix et tous les organisateurs qui nous donnent l'opportunité de parler pendant plusieurs jours, sous l'égide du président de la République française, des sujets qui sont les sujets qui concernent directement la paix dans le monde. La question du climat est directement liée à la question de la paix dans le monde. Nous le savons, ce n'est pas une conviction, c'est un fait qui est désormais partagé et établi entre nous. Il y a 10 ans, nous nous retrouvions à Paris. Je venais d'accéder à la fonction de maire et nous nous retrouvions pour organiser la COP de Paris. Et cette COP de Paris, sous la présidence de Laurent Fabius, était pour nous déjà sans doute la COP de la dernière chance. Nous étions toutes et tous réunis ici, tous les pays. Il y a eu un travail extraordinaire de toutes les délégations et un travail aussi extraordinaire de l'équipe de négociation qui a permis d'arriver à cet accord historique sur le climat qui encore aujourd'hui nous guide. Pour Paris, pour la ville de Paris que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant plus de 10 ans, cela a été aussi un engagement moral que de faire de l'accord de Paris un accord vivant, partagé, actif, sur lequel nous devions aussi livrer les réalisations et les résultats. Il est difficile d'être optimiste dans le monde dans lequel nous sommes. Mais permettez-moi de vous dire que nous ne pouvons pas baisser les bras et ici, nous ne baissons pas les bras. Pendant ces 10 années, nous avons, à Paris, mais aussi avec les maires du monde entier, nous nous sommes organisés en coalition, en groupe, du C40 au réseau des maires francophones réunissant plus de 80% de maires africains. Nous nous sommes engagés. Et notre engagement n'a pas simplement été un plaidoyer, ça a été un engagement d'acteurs décisifs parce que les gouvernements locaux sont des acteurs décisifs. Ce sont eux, avec les entreprises, avec les ONG et bien sûr avec le soutien des États qui réalisent les résultats. Nous nous sommes engagés et nous avons décidé ensemble d'agir sur tous les aspects posés par l'accord de Paris. À Paris, dans la ville de Paris, un des enjeux était pour nous de réduire la pollution de l'air. Et nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, Paris est une ville dans laquelle on respire. Cela n'a pas été simple, mais c'est une ville dans laquelle la pollution a baissé de 60%.
et à travers les actions que nous avons menées qui ont conduit à cette baisse de la pollution. Ce sont des bonnes nouvelles. D'autres villes se sont engagées sur d'autres sujets. À Paris, nous avons aussi fait de la Seine baignable, c'est-à-dire de la Seine dépolluée, un enjeu fort. Et nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, notre fleuve est un élément de l'adaptation de la ville à l'évolution des grandes chaleurs. Et cet été, ici à Paris, plus de 100 000 personnes ont pu bénéficier de cette rivière de ce fleuve dans lequel ils se sont baignés gratuitement. Et ça, je crois que ça fait partie aussi de ces éléments de résultats qu'il nous faut mettre en avant. Avec les maires du monde entier, nous avons donc créé des coalitions. Nous avons été entendus lors de la COP 28 à Dubaï. Et nous avons été entendus et nous avons pu mettre en place aussi cette initiative CHAMP sous l'engagement également de Mike Bloomberg. Nous avons mis en place cette initiative multilatérale, multiniveau, qui est aussi une initiative permettant de, non pas remplacer, mais en tous les cas, combler les difficultés du multilatéralisme aujourd'hui à l'échelle globale. Et cette initiative CHAMP réunit plus de 77 États, réunit tous les réseaux des grandes villes de la planète et réunit aussi, bien sûr, les scientifiques qui nous accompagnent pour avancer et poser des résultats. Je vais conclure. De Paris à Belém, voilà ce qui doit nous occuper aujourd'hui. Comment faire en sorte que depuis ces engagements de Paris, où bien sûr on a continué à constater une élévation des températures, mais que serait le monde aujourd'hui sans l'accord de Paris? Nous serions sans doute à 5 degrés d'élévation des températures. Je ne me satisfais pas des résultats, mais je voudrais vraiment que nous soyons conscients que nous ne pouvons pas nous-mêmes être sceptiques ou défaitistes par rapport à ce qui nous attend. Et je pense que cette COP de Belém, et je veux ici saluer le président de la COP de Belém, cette COP de Belém porte tous nos espoirs. D'abord parce qu'elle va se dérouler au Brésil, parce que le président Lula est un leader de la planète qui aujourd'hui porte cette voix dont on a besoin, cette voix forte, et qu'autour de lui vont se réunir les chefs d'État, les Nations Unies évidemment, mais aussi les ONG, les entreprises et les pouvoirs locaux pour traduire et fixer pour les 10 ans qui viennent les nouveaux objectifs qui feront que non seulement nous pensons aux générations futures, mais nous faisons du droit des générations futures un devoir aujourd'hui pour l'humanité et pour les responsables que nous sommes. Alors, vive la COP de Paris qui a donné ce résultat extraordinaire avec l'accord de Paris, et maintenant, vive la future COP de Belém et je l'espère, l'accord de Belém. Merci à vous. Bravo, Madame la maire. Merci beaucoup. Et donc, to pick up now on what was just said by the mayor Pour of Paris, rebondir I have sur a ce qui a very été great dit par pleasure la in maire de introducing a Paris, very j'ai le distinguished grand panel plaisir de of the présenter notre current panel head or distingué, president of COP and so many le former président presidents of actuel COP. de Please do come up. We're la going to look at the COP very et tangible les ways anciens présidents that the des Paris COP Accords également. will Nous now allons be considered examiner and des can be moyens built on. que nous pouvons utiliser afin d'arriver à un accord de Belém. Je crois que vous êtes là, Monsieur le Président. Thank you so much. Merci beaucoup. So the idea then is to look Donc, with all of you l'idée where de we ce are 10 panel, years on c'est from d'examiner the initial nos COP, the expériences Paris Accords, and Laurent depuis Fabius, we're very 10 keen to ans hear your et Laurent insights Fabius, about looking back 10 years on, nous what's sommes been impatients achieved? What were the d'entendre milestones vos that it set éclairages. that allowed Quels us to sont be here? les But first, jalons perhaps to you, the que current nous avons president of posés? COP. We're all Mais looking ahead pour to vous, Belém. le président Tell us, actuel de if la you COP, would, nous first sommes of dans la all, perspective de la COP what de your hopes Belém. are, Dites-nous, what you think can quels emerge, sont vos espoirs? whether you Qu'est-ce qui think at pourrait this émerger stage de the cette current COP? fragmentation Est-ce que of the vous hopes of pensez que multilateralism la can be overcome in the fragmentation name peut of être fixing new surmontée ambitious pour objectives?
fixer de nouvelles ambitions. Oui, nous devons surmonter tout cela. Nous devons prouver que le multilatéralisme est la voie du futur. Et nous devons également démontrer qu'il y a plusieurs dimensions positives suite au résultat de l'accord de Paris. Le fait est que même si l'ambiance est un peu morose dans le monde concernant le changement climatique, les chiffres nous disent le contraire. Les énergies renouvelables sont une réussite, l'énergie photovoltaïque est l'énergie la moins chère dans le monde. Donc les chiffres démontrent que nous avons les solutions, mais nous devons faire face à un nouveau moment où on remet en question la logique de l'atténuation. Donc, allons-nous obtenir des résultats ou pas? Mais les chiffres nous le démontrent de l'accord de Paris. Sans l'accord de Paris, nous serions près de 4 degrés. Alors maintenant, nous nous approchons de ce que nous avons souhaité. Donc, nous avons besoin de nouveaux encouragements, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Oui, et cette COP a été décrite comme la COP des COP, donc c'est un moment crucial, non pas simplement parce que 10 ans plus tard, le monde est beaucoup plus fragmenté qu'il y a 10 ans, alors que tout le monde était plein d'espoir, mais il y a encore plus d'urgence. Nous sommes en train de sentir la chaleur. Oui, et je pense que la science est devenue de plus en plus précise au fil des années. Comparé à Paris, par exemple, nous avons beaucoup plus de connaissances. 1,5 degré est vraiment la limite qu'il faut éviter. Et donc, comme a dit le président Lula, c'est bien la COP des vérités. Nous devons reconnaître que nous avons assez de connaissances pour agir. Nous avons suffisamment négocié pour agir. Et maintenant, nous devons passer à la mise en œuvre. Et j'espère que nous allons y arriver. Et bien évidemment, je suis inspiré par les anciens présidents de la COP et j'espère que nous allons livrer des résultats à Belém qui vont justifier votre optimisme. Oui, et nous attendons avec impatience d'entendre vos expériences parce que vous allez tous présider les COP à des moments cruciaux. Laurent Fabius, vous étiez une partie intégrale de cette idée en 2015, à un moment où il n'y avait aucune question concernant le multilatéralisme ou la science, alors que toutes ces choses étaient attendues comme la base de cette conversation mondiale. Lorsque vous considérez tout ce qui a changé, dans quelle mesure pensez-vous que c'était important et dans quelle mesure pensez-vous que c'est une réussite? Je vais essayer de parler en anglais. Et en fait, je me souviens, 2 ans avant la COP de Paris, la France a été le seul candidat. Et donc, le chemin n'a pas été facile. Et lorsque la France a été nommée comme hôte future de la COP, les délégués me disaient « Bonne chance, Monsieur Fabius ». Donc, je me souviens de tout cela. Et nous avons travaillé de façon collective parce qu'à l'époque, c'était possible. Et je dis souvent que la réussite de la COP de Paris est le résultat des 3 S, la science, la société et States, les États. Et en tant que diplomate, nous avons pu nous rassembler et rassembler tous les États. Et maintenant, le contexte a changé. Mais je pense que la COP de Paris a été un moment décisif parce que ceci a établi l'objectif, mais également les moyens. Mes pairs ont apporté des améliorations de tous ces éléments. Et maintenant, la situation a évolué parce que, comme André a dit, l'accord de Paris est menacé. Je répète, l'accord de Paris est menacé. Et beaucoup de personnes disent que ce n'est pas la première fois que le président américain décide de se retirer de l'accord. Très bien, mais lorsque les États-Unis se sont retirés pour la première fois,
l'efficacité au niveau de la prise de décision est revenue au moment où M. Biden a repris la présidence. Donc, nous n'avons pas senti l'impact. Nous vivons maintenant un moment différent. Je pense que les éléments de base de l'accord de Paris restent, mais nous devons les mettre en œuvre parce que ce qui manque, c'est la mise en œuvre. Nous sommes d'accord avec le président Lula et avec André qu'il ne faut pas s'attendre à de nouveaux objectifs à Belém. L'objectif principal, l'objectif politique, c'est de passer à la mise en œuvre et de dire au monde entier que nous avons pris des engagements, mais maintenant, l'heure est venue de livrer des résultats et nous allons livrer ces résultats grâce à la COP de Belém. Je pense que ce serait un résultat formidable. Oui, donc Michel Kurtika, vous avez été le président de la COP 24 et vous étiez également le premier ministre de l'écologie, de l'environnement et de ces questions. Juste pour rebondir sur ce que Laurent Fabius a dit concernant la mise en œuvre, dans quelle mesure pensez-vous qu'il est important que les pays fixent des objectifs? Également le concept de la transparence. Merci beaucoup. Oui, j'ai eu l'honneur de gérer la COP polonaise en 2018. Juste pour rappel, la Pologne a organisé plusieurs COP, 3 en total. Nous l'avons géré pour la dernière fois en 2018 et cela s'est produit à un moment très particulier. Tout d'abord, parce que nous devons livrer des résultats au niveau de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc, nous avons parlé d'un livret de règles qui a été créé à Saïlija. Il s'agissait d'un document de 100 pages qui équilibrait les différents défis liés à la mise en œuvre de l'accord de Paris, y compris la transparence, un point que vous avez évoqué. Et l'un des chapitres principaux s'intéressait à la mise en œuvre aux contributions nationales, comment en parler, etc. Et maintenant, nous avons ce cadre législatif qui est en place. Et comme a dit Laurent, maintenant, nous devons nous rattraper. Nous devons passer à la mise en œuvre et nous devons prouver que ce cadre juridique est viable. Et donc, avec la COP à Saïlija, qui est une région industrielle extrêmement intéressante, c'était très positif de pouvoir entendre les points de vue différents liés à l'emplacement géographique de la COP. Donc, lors de cette COP, nous nous sommes dit qu'il ne faut laisser personne pour compte. Ça, c'est l'idée même d'une transition juste. Et maintenant, lorsque j'observe que le président Lula et ainsi également le président de la COP 30, André Delago, mettent cette COP, ou organisent cette COP au cœur de la forêt amazonienne. Pour moi, c'est un point extrêmement important. Donc, j'ajouterai 2 autres éléments. Je dirais également que la signification géographique de la COP 30. Monsieur Babayev, vous étiez le dernier président de la COP 29. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos expériences? Et 10 ans après l'accord de Paris, tout cela est dans l'esprit des personnes. Nous savons que nous avons des contributions nationales que nous devons faire. Il y a des objectifs que nous devons fixer. En ce qui concerne le parcours que nous avons suivi, il reste beaucoup d'ambition. Est-ce que vous avez de l'espoir? Juste pour vous corriger, je suis le président actuel de la COP. Et il s'agit d'une mission importante de continuer de renforcer la confiance entre les pays.
Nous manquons de confiance dans le monde. Il y a beaucoup d'éléments complexes, non pas simplement au niveau de l'accord de Paris, mais dans tous les processus. C'est pour cela que c'est important de démontrer au monde comment les communautés, comment les pays peuvent travailler de façon collective à ce moment extrêmement important de notre existence. À Bakou, nous avons adopté beaucoup de décisions importantes concernant les financements climatiques. Maintenant, c'est l'heure de la mise en œuvre. Laurent l'a déjà dit, et Michel également. Maintenant, il faut agir. Et maintenant, c'est l'heure de nous poser des questions sur comment nous allons répondre à nos obligations, comment nous allons tenir nos promesses. C'est le moment, avant de fixer de nouveaux engagements, d'évaluer comment nous avons rempli nos obligations précédentes. Et c'est pour cela que c'est le moment où nous devons démontrer que tous les pays travaillent de façon collective et toutes les parties sont prêtes à mener un dialogue constructif à Belém. Nous sommes tous mobilisés pour soutenir l'équipe brésilienne à Belém. Monsieur Saïdine Mezouar, vous étiez le président de la COP 22, ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération au Royaume du Maroc. Beaucoup de progrès a été fait, mais qu'est-ce qui reste à faire dans la perspective de Belém? Il reste toujours des choses à faire. Excusez-moi, je parle français. Pour changer un peu. Il y a toujours des choses à faire. Parce que il ne faut pas oublier que l'accord de Paris, le réussir, c'était déjà un challenge. Le mettre en action, c'est un challenge multiplié par 1000. Parce que les principes ont été arrêtés, mais il y avait beaucoup de choses sur lesquelles les États et les pays devaient se mettre d'accord. Donc, sur 10 ans, il y a de belles choses qui ont été faites. Il faut reconnaître à toutes les COP qu'elles ont réussi, chacune à sa manière, des choses. Et qu'il y a une accumulation. La seule histoire sur laquelle on revient toujours, c'est la question du rythme. Le rythme n'est pas en adéquation avec le réchauffement climatique et les engagements pris à Paris pour arriver à 1,5 degré. On est sur une trajectoire qui est différente. Ça met de la pression sur mon ami Andrés à la COP30. Mais ça nous met la pression à nous tous parce qu'on est à ses côtés. On a tous assumé cette responsabilité et on est heureux, grâce à son initiative et celle de mon ami Laurent, de se retrouver dans un cercle pour dire les COP, c'est une trajectoire humaine, intellectuelle, de science, de combat, de mobilisation. On ne peut pas être responsable et du jour au lendemain partir sans faire bénéficier une dynamique qui doit s'imposer au niveau international, tous ensemble. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Parce que le challenge du climat est un challenge de l'humanité, mais c'est aussi un challenge socio-économique, politique, multilatéral, etc., etc. Ces facettes sont multiples. Et donc, il y a une frustration. Il faut la reconnaître. C'est que ça ne va pas suffisamment vite. Quand vous allez dans les différentes régions du monde, il y a plus de frustration que de satisfaction. C'est un constat. Pourquoi? Parce que ceux qui payent la dégradation du climat ne sont pas ceux qui bénéficient des moyens pour les combattre. Donc, cette notion d'injustice ou de justice climatique va rester encore comme une équation posée avec acuité dans toutes les COP et entre les COP, et ça continuera encore tant que ce n'est pas réglé. Deuxième dimension fondamentale, l'équité. On ne peut pas avancer en disant tout est l'équité est un sujet qui revient avec beaucoup d'insistance. On ne peut pas dire nous sommes un pays riche, comme on entend maintenant. Nous, les pays riches, on n'a rien à craindre parce que nous avons les moyens de nos politiques.
Les autres, ils n'ont qu'à se débrouiller. Là, on casse l'esprit de Paris. Là, l'esprit de Paris, hein, Laurent, c'était de faire travailler le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, etc., etc. Ça, c'est l'esprit de Paris. Et c'est ce qui fait, et qui a du sens. Il a un sens historique. Parce que travailler ensemble, c'est s'accepter et accepter d'avancer ensemble sur des sujets qu'aucun pays au monde, aussi puissant soit-il, ne pourra régler tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de travailler ensemble et nous avons besoin d'humilité. Ce qui manque dans la négociation, mes amis qui ont fait les COP, c'est l'humilité. Le puissant pense qu'il est plus puissant. Celui qui n'a pas les moyens essaye de faire de sorte que ça s'arrange et d'accepter ou d'arracher ce qu'il peut arracher. Et il y a ceux qui se disent, nous, on a le temps, on va construire et on va contrebalancer. Mais aucune négociation ne peut fonctionner avec ça. Si tu mets des principes et tu arrêtes des critères, c'est le bon sens voudrait qu'il y ait engagement. On peut ne pas avoir les moyens financiers de toutes les manières. Les besoins sont tellement en décalage par rapport à ce qui est offert que c'est pour moi même plus une discussion, hein, c'est une question après de rythme. Mais il est important de retenir qu'il y a une volonté politique, elle n'est pas la même. Tout est question de volonté politique. Les destructions ou les désorganisations que nous vivons du monde aujourd'hui est liée au fait qu'il y a ceux qui veulent continuer avec une logique du monde d'avant et ceux qui ont envie de reconstruire un mode différent, polycentrique, par exemple, des alliances différentes, se soutenir différemment, mais ne pas s'opposer. Les gens du Sud ne s'opposent pas aux gens du Nord. Mais le Nord doit faire un effort pour comprendre qu'il n'a pas à continuer à faire ou à créer ce sentiment d'opposition. Mais j'adore le Nord, comme tout le monde. Et j'ai fait mes études au Nord, et donc c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vois comme retour d'envie de se battre face aux déséquilibres que nous vivons aujourd'hui vont faire de Belém un succès. Ils vont faire de Belém un succès. On a vécu des périodes où le climat n'était plus sur les débats. Je vois revenir cela. Je vois revenir de l'envie pour évoluer et changer. Mais pendant ces 10 dernières années, je peux vous dire, par exemple en Afrique, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de sujets ont avancé. Les gens se sont débrouillés avec les moyens du bord. Même si la désertification avance, on essaie de trouver des solutions internes. C'est-à-dire que les peuples et les pays ne restent pas les bras croisés face à... Ils ne sont pas dans le fatalisme. Mais ils sont aussi dans l'espoir. Et c'est normal qu'il y ait de l'espoir. Une humanité sans espérance et sans espoir est inutile. On va devenir des animaux. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais je voulais juste planter un décor un peu différent, mais un peu plus pushy, comme ça le débat est plus pushy. Parfait, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. I'd like to pick up on that with you, Ambassador Dolago. J'aimerais rebondir sur ce point, ambassadeur, cette idée qu'il existe un ensemble de connaissances et que les efforts que nous avons faits il y a quelques années ont porté leurs fruits, donc nous avons fait du progrès. Mais c'est vrai que ceci a été un peu lent. Il y a également le problème de l'équité entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et à ce stade, à Belém, comment est-ce que vous allez répondre à cette frustration ? Comment vous allez souligner les changements concrets? Eh bien, je pense qu'il existe une attente importante que les pays du Sud seront entendus puisque le président Lula étant respecté par les pays du Sud. Et je pense que cette frustration est tout à fait normale. Le rythme a été trop lent. Ceci est sûr. Les ressources n'ont pas été à la hauteur des attentes. Mais
Si vous examinez ce qu'ont fait les pays avec les moyens du bord, avec ce qu'ils pouvaient mettre sur la table, c'est tout à fait impressionnant. Les pays en développement ont porté cet agenda avec beaucoup de conviction. Il n'y a aucun doute que l'accès au financement est proportionnel aux choses que nous devons faire pour le climat. Je pense que les pays du Sud vont surprendre le monde entier. Et nous avons également vu comment certains pays, je vais parler gentiment de mon propre pays, mais c'est vrai, 90% de notre électricité provient de sources renouvelables et nous couvrons une majeure partie de la population avec l'électricité. Donc si vous regardez la Chine, l'Inde, ce sont des pays qui ont fait beaucoup de choses avec beaucoup moins de ressources. Maintenant, la frustration que nous avons en tant que pays avec la forêt tropicale concernant les solutions pour la foresterie. Nous allons lancer une facilité pour la forêt tropicale et je pense que ce programme va pour la toute première fois va présenter quelque chose qui met en exergue la valeur de la forêt. Donc je pense qu'à Belém, nous allons apporter des solutions. Nous allons réunir des experts qui peuvent présenter des solutions. Et je pense que nous serons très surpris par le nombre de solutions que nous allons avoir des pays du Sud. Laurent Fabius, nous entendons souvent parler du progrès national individuel qui a été fait. Mais vous qui avez été impliqué dans la création de ce processus 10 ans après, est-ce que vous pouvez dire que ça a été un succès? Une remarque à propos de ce qu'a dit notre ami Mézoir. Il a dit humilité. Tu as raison. J'ajouterais que humilité et humus ont la même racine. Alors, oui, Paris est un succès, c'est certain. On l'a dit, la pente était plus 4 degrés, plus 5 degrés, maintenant c'est 2,8. Mais 2,8, c'est beaucoup plus que 1,5. Et scientifiquement, on sait qu'il ne faut pas dépasser 1,5. Je dois dire, quitte à jeter un peu de trouble dans la salle, que lorsque nous avons arrêté le chiffre de 1,5, et c'est moi qui l'ai fait, la dernière nuit, il y avait un troisième texte à préciser, et le rôle du président, c'est de dire, puisqu'à l'époque c'était comme ça, voilà ce que je retiens, voilà ce que je ne retiens pas. Et j'ai retenu 1,5 degré. Mais il n'y avait pas d'accord entre les délégués pour savoir si 1,5 degré ne devait jamais être dépassé ou si 1,5 degré devait être la limite à ne pas dépasser à la fin du siècle. Ce n'est pas la même chose. Je vais illustrer ça avec un geste. Ou bien c'est ça, et on ne peut pas aller au-delà d'1,5 degré, ou bien c'est ça, et on va vers 1,5 degré. Compte tenu de l'évolution, aujourd'hui nous sommes dans la deuxième situation. C'est un fait scientifique, et il faut toujours revenir à la science. Cela veut dire que nous sommes obligés, partant de Paris, à adapter un certain nombre de trajectoires. Ça veut dire bien sûr qu'il faut respecter ce qui a été décidé à Dubaï. Transitioning away from fossil fuel, rapidement. Mais ça veut dire aussi qu'il faut préserver les puits, sinks. Et ça veut dire, troisièmement, et cela amènera peut-être à une certaine révision de ce que portent certaines organisations gouvernementales, qu'il faudra accélérer le carbon removal. Sinon, pas possible de faire ça. Donc Paris a fixé les éléments, la procédure, les objectifs,
d'une façon à la fois précise et subtile. Si précise et si subtile que maintenant un nouvel élément existe, qui a été décidé par la Cour internationale de justice, c'est que ce ne sont pas simplement des décisions qui ont été prises, mais que c'est des décisions qui sont legally binding. C'est-à-dire que les États peuvent être mis en cause s'ils ne font pas les efforts nécessaires pour respecter ces objectifs. Alors, bien sûr, il y a énormément de travail devant nous et Belém va permettre d'engager ce travail dans la fidélité à ce qui a été décidé à Paris et dans les COP successives. Mais vous me direz, et moi j'ai toujours été surpris par ça, comment est-il possible qu'avec la Covid, qui était gravissime, mais finalement beaucoup moins grave si on y réfléchit que l'évolution du climat, comment est-il possible qu'en quelques mois, nous ayons à la fois trouvé un vaccin et dégagé des centaines de milliards? Et avec le réchauffement climatique, il n'y a pas de vaccin et pour le moment, nous n'avons pas dégagé des centaines de milliards. Il y a une différence terrible à dire. C'est que dans le cas du Covid, la perspective, si on n'agissait pas, c'était la mort. Avec la question du réchauffement climatique, la perspective n'est pas plus optimiste, simplement elle est distanciée et les gens ne la voient pas. Et c'est la responsabilité des gouvernements, des ONG, des collectivités locales, des opinions publiques, des entreprises, d'expliquer, comme me l'avait dit très bien Michael Bloomberg, que la question climatique, ce n'est pas simplement une question à long terme, c'est à long terme, à moyen terme et à court terme. Et le court terme, il commence maintenant. Michel Kurtika, to you then, the next question. Michel, je vous donne la parole pour la prochaine question. Laurent Fabius vient de dire que 1,5 degré était un objectif important et Antonio Guterres a dit que nous allons dépasser cet objectif parce que nous n'avons pas fait les choses nécessaires. Et donc, on peut être très préoccupé par rapport à cela. Mais c'est peut-être quelque chose qui peut nous guider à l'avenir. Et c'est important, comme il a été dit, que ce soit juridiquement contraignant. Est-ce que vous êtes d'accord? Avec la concurrence de la langue française, je me permets... Décidément, on passe en français alors. Je vais me permettre à Paris aussi de dire quelques mots en français. C'est vis-à-vis de notre hôte ici, Madame Hidalgo, et tous les Parisiens qui nous ont rejoints. Alors, vous avez posé une question je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans. Parce qu'on a... Et je pense que le monde a pas mal changé. Et moi, bien entendu, on peut discuter beaucoup de choses, mais je voudrais vous parler de deux choses, deux perspectives. Une, c'est une question d'un changement technologique. Laurent, tu as parlé de l'absence du vaccin. En quelque sorte, avec toute proportion gardée, la technologie, c'est le vaccin. Il grandit, il mature beaucoup plus lentement, mais depuis 10 ans, depuis 15 ans, ce vaccin-là, il existe et puis vraiment, on a un changement assez radical en termes de moyens, de technologie, en ce qui concerne le transport, la production de l'énergie. Nous sommes de plus en plus intelligents en ce qui concerne la croissance, l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il faut ne pas se laisser prendre dans une solution facile, ce qui disait notre civilisation, elle est mauvaise. Non, notre civilisation, elle produit aussi des vaccins. Notre civilisation, le progrès technique produit aussi des recettes, produit aussi des médicaments par rapport aux problèmes que nous avons. Bien entendu, c'est là notre responsabilité de les utiliser intelligemment, mais depuis 10 ans, le monde a changé radicalement. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas photo. Les investissements dans les énergies conventionnelles écrasaient de loin les investissements dans les énergies nouvelles. Là, André en a parlé.
On a 2000 milliards de dollars qui vont vers les énergies nouvelles, on parle maintenant de la renaissance de l'énergie nucléaire, on parle de l'hydraulique, etc. Bref, on a toute une panoplie nouvelle de solutions à notre portée. Et ça, il y a 10 ans, ça n'existe pas. Et puis il y a une deuxième chose qui était très différente d'aujourd'hui. Moi, je l'appelle alignement des étoiles. Lorsque moi, je terminais ma COP à Katowice, j'avais l'impression que le monde était vraiment on the brink. On était vraiment sur une falaise en termes d'une émotion qui était difficile à saisir, mais qui était une émotion plutôt de compétition, de concurrence que de compromis et d'alignement. Mais ce moment-là existait bien et il a porté ses fruits. Et même si aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'émotion n'est plus à une coopération pacifique, on l'appelle multilatéralisme dans le bon diplomatique, on n'est plus là, mais il faut tout de même chercher à nouveau les façons de faire. Et les façons de faire, c'est comment réhabiliter la dimension locale, comment parler de l'adaptation ou des adaptations à travers les différents pays. Porter nos infrastructures à un niveau supérieur en termes de résistance aux ouragans, aux différents événements climatiques, ça porte aussi des bénéfices pour les populations locales, autres bénéfices. Donc nous avons en quelque sorte un no regret, des choses qu'il ne faut pas regretter, qui sont à saisir. Et encore une fois, il ne faut pas que regarder les questions difficiles. Vous m'avez posé la question par rapport aux difficultés auxquelles on est en train de faire face. Moi, je vous renvoie à la question en disant mesurons le chemin parcouru et à chaque fois de façon optimiste, de façon réaliste, mais de façon aussi lucide, concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Et ce que nous avons réussi à faire. I think they're excellent points. President Babayev, to you. There is so much Des points excellents que vous avez faits. Il y a eu extrêmement de progrès technologiques, des réussites qui ont été faites au niveau national, au niveau international, mais avec Bakou, il y avait 300 milliards de dollars qui avaient été engagés. Les engagements financiers, mettre l'argent là où il faut. Oui, je vais continuer en anglais. C'est une très bonne question sur les engagements financiers, c'est très correct. Il n'y a pas eu de financement complet. Et en 2024, il y a quelques mois de cela, 300 milliards ont été engagés en termes de contributions de la part des donateurs, de la part du public et du secteur privé pour le monde en voie de développement. Comment est-ce que l'on met en œuvre cela? C'est une grande question, une question pour les petits pays insulaires, pour les grands pays aussi. Comment est-ce qu'ils vont mettre en œuvre cet engagement? Pour nous, c'est très important et c'est très important pour la COP 29, la COP 30, d'empêcher les reculs en arrière sur les décisions qui ont déjà été adoptées. Malheureusement, si l'on regarde 2024 et 2025, les ambitions sont tout à fait différentes. Nous sommes les leaders climatiques dans le monde et on s'est mobilisé et cette année, on n'entend plus rien. On n'entend plus l'ambition, on n'entend plus les idées ambitieuses, on n'entend plus les engagements ambitieux. C'est ça la grande question pour la communauté internationale et pour nous. C'est une question qu'on se pose, évidemment. Les institutions internationales financières, comment est-ce qu'elles vont mettre en œuvre leurs engagements financiers? Comment est-ce que l'adoption de l'OTAN, de leurs 5% de défense, leurs engagements financiers à l'OTAN, comment est-ce qu'ils vont faire ça et
Comment est-ce qu'ils vont prioriser en termes de ressources? Est-ce que la priorité, ce sera des milliards de dollars pour la défense ou pour le climat, pour le social, pour l'humanitaire? C'est pourquoi je pense qu'à Belém, ensemble avec l'équipe de la COP30, il nous faut un nouveau document, une feuille de route Bakou à Belém, 29 à 30. Il y a d'énormes attentes de la part du monde en voie de développement et ce sont des grands engagements financiers et c'est des engagements de votre équipe. André, il faut trouver des réponses claires et une clarification pour ces questions. Oui, cette question d'ambition nationale et de dynamique internationale qui existait l'année dernière et qui est peut-être moins présente aujourd'hui, comment est-ce que Belém peut... Cet énorme changement de dynamique globale, en fait. Très bonne question parce qu'il est au cœur du débat qu'on a eu à l'intérieur du cercle et pour laquelle effectivement il y a quelques inquiétudes. Mais les inquiétudes sont liées pour beaucoup de pays parce que bon, il y a une sorte de lassitude, un peu, pour certains. Je vais me fixer de nouveaux objectifs. Je peux le faire de deux manières, soit venir et dire, bon, après tout, comme personne ne me contrôle, je peux venir pour montrer que je suis parmi les champions. Mais les pays qui se respectent te disent, c'est quoi mon rythme? C'est d'arriver à 10, 15, 20? Je peux m'engager sur ça. Et je conditionne le reste. C'est-à-dire, si j'ai du financement, de l'aide, etc., je le fais. Si je n'ai pas, personne ne me tient à le faire. Et donc, je pense qu'il y a eu des hésitations encore, mais peut-être qu'on aura des surprises. Maintenant, je reviens sur une ou deux observations. Pour rebondir sur ce qu'a dit mon ami Laurent sur la Covid et la mobilisation de ressources et le fait qu'à la fin, il y avait la mort. Mais il n'y avait pas que la mort. Il y avait aussi le dégagisme politique. Pour le réchauffement climatique, il y a aussi des morts. Mais ils ne sont pas dans le même endroit. Il y a des morts, mais ils sont dans des endroits différents. Il y a beaucoup de peuples autochtones qui souffrent. Il y a beaucoup de populations qui souffrent dans les pays désertiques et les endroits désertiques. Donc, il y a aussi la mort. Il y a aussi la détresse. Mais naturellement, quand on met dans l'équation, il y a une qui est sur le court terme, il y a l'autre sur le moyen long terme. Et donc, moi je suis un peu rêveur, donc je rêve toujours d'un sursaut collectif, mais je suis lucide quand même. Pas un rêveur. Je suis un rêveur lucide. Et donc, je me dis, l'humanité est porteuse de belles surprises. Elle trouve toujours des ressorts, des relents. Et je m'accroche avec les amis, et bien sûr avec Laurence, sur l'idée que l'accord de Paris est quelque chose qu'il faut tenir avec toutes ses forces. Toutes ses forces, même s'il y a des retards dans l'exécution, même s'il y a des choses qui n'ont pas encore été exécutées, etc. Parce que, quand on fait aussi de la réflexion géopolitique et géostratégique, on dit où va le monde? Et donc là où va le monde n'est pas forcément rassurant par rapport à ces notions de coopération, de solidarité, etc. Donc il faut s'accrocher à ce qui continue encore à unir l'humanité. La seule chose qui continue à unir l'humanité, c'est le climat. Il y a les insuffisances, mais il y a aussi de belles choses et de belles histoires encore à raconter. Et donc, je fais partie un peu de ces rêveurs lucides. Et en même temps, je dis, chacun a sa manière de voir les transitions ou les grandes transitions. Il y a ceux qui les perçoivent comme une contrainte. Et quand tu le vis comme une contrainte, c'est lourd.
quand tu le vis comme une opportunité, et le changement climatique est une opportunité de changement sur plusieurs échelles, d'abord d'innovation, ensuite de coopération, ensuite de solidarité, ensuite d'humanisme, ensuite d'une jeunesse qui évolue différemment, ensuite. Et donc, je préfère garder ça dans la tête et se battre aux côtés de tous ceux qui croient que nous avons la capacité d'avancer ensemble malgré les insuffisances. Sur cette point d'optimisme, justement, Ambassador Delago, faced with the Belém conference, Ambassadeur Belago, vous avez ces contributions déterminées au niveau national. Seulement une fraction des pays sont au rendez-vous. Comment est-ce que vous allez contrecarrer ceci et comment est-ce que vous allez vous assurer que Belém continue à s'accrocher à ce qui est au cœur de l'accord de Paris sans oublier de voir qu'il y a de moins en moins de volonté politique pour que cela arrive? Oui, je pense que dans ce sens-là, il faut que la société civile soit plus active que jamais. Nous avons des alliés surprenants peut-être. Dans les entreprises, il y a certains secteurs industriels qui sont tout à fait alignés avec cet agenda. On parlait par exemple des entreprises d'assurance. Les compagnies d'assurance sont des soutiens énormes. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent des conséquences du changement climatique au premier plan. Il faut transformer la discussion en quelque chose de positif et voir des tendances positives. Ce qu'on a vu hier et aujourd'hui dans les Caraïbes, ce sont des histoires absolument tristes et il faut insister sur les réponses que l'on peut apporter face aux défis auxquels nous faisons face. On est fatigué des histoires tristes et l'humanité s'est adaptée face à de nombreuses circonstances et je pense que c'est une opportunité de nous adapter à une nouvelle réalité. Il nous faut une nouvelle économie, mais si la société civile n'est pas convaincue de cela, c'est très difficile parce que les gouvernements ont peur aujourd'hui puisqu'il y a des défis immédiats qui doivent être réglés. Je suis optimiste. Je ne suis pas aussi élégant dans mon optimisme, mais je suis brésilien. Vous ne pouvez pas être brésilien sans être optimiste. Je perds mon passeport si je ne suis pas optimiste. Merci. Donc le débat climatique, effectivement, il suffit d'allumer les nouvelles pour voir qu'il est temps d'agir. Merci à tous d'être venus aujourd'hui et d'avoir parlé sur ce panel. Merci pour vos mots optimistes.